Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, même si elle ne m'était pas personnellement adressée. Mais je vais essayer de remplacer Fatih Chamki, qui est le représentant du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et du réseau Attac en Tunisie. Et donc moi, en Belgique, j'ai pu faire le lien entre la campagne qui a été initiée en Tunisie et les interpellations qu'on pouvait faire en Belgique et plus largement en Europe sur base de cette campagne pour justement réclamer l'annulation de la dette odieuse de la Tunisie. Alors, pour commencer, je vais me faire l'avocat du diable, puisqu'on entend souvent nos adversaires politiques nous dire que la dette tunisienne est sous contrôle. La dette tunisienne n'est pas un problème pour l'État tunisien. Alors ceux qui nous disent ça, ils se basent sur le fait que la dette publique externe de la Tunisie, ça représente 44% du PIB, du produit intérieur brut de la Tunisie. Alors ça, c'est un élément qui est vrai et qui a de quoi faire rêver les pays européens comme la Belgique, par exemple, puisque la dette publique de la Belgique avoisine les 95% du PIB. Donc c'est clair que si on prend le ratio, il n'y a pas de problème avec la dette tunisienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas... dire ça, c'est une erreur. C'est une erreur de dire que la dette tunisienne n'est pas un problème fondamental pour l'économie et pour la démocratie en Tunisie. Et je vais donner deux raisons à cela. Tout d'abord, le remboursement annuel de la dette tunisienne, donc du capital plus des intérêts, ça représente depuis des années le premier poste budgétaire de l'État tunisien. Donc c'est la première dépense que fait la Tunisie, la première dépense budgétaire. Donc par exemple, en 2011, le remboursement de la dette, ça représentait 6 fois le budget pour l'emploi. Ça représentait aussi 8 fois le budget pour le développement régional de la Tunisie. Donc le budget qui est consacré annuellement au remboursement de la dette et qui est une priorité pour le gouvernement tunisien, c'était valable sous Ben Ali, mais c'est également valable malheureusement actuellement avec les nouvelles autorités en Tunisie, c'est la priorité des priorités. Donc ça, c'est la première raison qui nous pousse à dire qu'il y a un problème avec ce remboursement de la dette, puisque, encore une fois, c'est le premier poste budgétaire. Le deuxième problème, il est plus d'ordre politique, puisque pour rembourser les anciennes dettes qui ont été léguées notamment par Ben Ali, les autorités actuelles en Tunisie doivent contracter de nouvelles dettes. Donc ils doivent emprunter pour rembourser les vieilles dettes, celles qui sont odieuses. J'y reviendrai plus tard. Et à qui la Tunisie s'adresse-t-elle pour contracter ces nouvelles dettes? Eh bien, aux mêmes bailleurs de fonds que ceux qui prêtaient à Ben Ali, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et il y a un problème politique, en plus d'être économique et social, puisque vous n'êtes pas sans savoir que tous les prêts accordés par la Banque mondiale et par le FMI sont à chaque fois assortis de conditionnalités qui sont politiques. Donc, en contrepartie du prêt qui est octroyé à un État comme la Tunisie, ces bailleurs de fonds vont pouvoir imposer leurs mesures qui leur sont favorables, aux transnationales occidentales. Donc il y a un problème social, économique et également politique, et qui, plus largement, touche à la démocratie, puisque finalement, c'est plus le peuple tunisien qui décide, c'est bien les puissances extérieures, c'est bien les créanciers de la Tunisie, la Banque mondiale notamment. Et ce fait, il est encore aggravé parce que ces nouvelles dettes, donc c'est un prêt de 500 millions d'euros qui a été fait par la Banque mondiale à la Tunisie en 2011. Ce prêt a été accordé, négocié avec un gouvernement transitoire. Donc un gouvernement qui était censé simplement gérer les affaires courantes de la Tunisie. Or, ce prêt de 500 millions d'euros, eh bien, il engage la Tunisie sur 30 ans. Donc le délai de remboursement est de 30 ans, et ce prêt, négocié par ce gouvernement d'affaires courantes, contient des conditionnalités, comme je le disais, des conditionnalités qui sont directement inspirées par les fameux plans d'ajustement structurel qu'avaient orchestré le Fonds monétaire international et la Banque mondiale après la crise de la dette du Sud qui a éclaté en 1982. Alors, ce prêt de 500 millions d'euros, qu'est-ce qu'il dit? Principalement, il dit qu'il faut améliorer
renforcer le climat des affaires en Tunisie. Donc, le climat des affaires, c'est quoi? C'est baisser toute la réglementation qui pourrait entraver l'activité des sociétés étrangères en Tunisie. C'est réformer le marché du travail, dans un sens qui n'est pas, comme vous l'imaginez, favorable aux travailleurs. Donc c'est réduire encore plus la sécurité, les barrières sociales pour justement maintenir les profits de ces sociétés en Tunisie. Alors je ne vais pas détailler toutes les conditionnalités qui sont dans ce prêt, je vous renvoie directement à notre site internet, donc www.cadtm.org. On a fait une analyse approfondie de ce programme qui, encore une fois, engage la Tunisie sur 30 ans. Donc, en bref, on s'aperçoit bien que, certes, la population a réussi à dégager son dictateur, a réussi à décapiter la tête de l'État, mais on voit bien que la dictature économique, la dictature de la dette est toujours présente et qu'il faut s'y attaquer si on veut vraiment faire respecter le droit des Tunisiens à disposer d'eux-mêmes. Alors comment faire pour renverser cette dictature économique? Comment faire pour renverser cette dictature de la dette? Là, je ne vais pas être long puisque j'ai peu de minutes, mais je vais simplement citer les revendications de la campagne que le CADTM relaie en Europe, donc la campagne qui a été initiée au lendemain de la chute de Ben Ali en janvier 2011, donc la campagne qui est portée par RAID Tunisie, donc RAID qui fait partie des réseaux CADTM et Attac. Alors que dit cette campagne? Elle dit tout d'abord il faut suspendre le paiement de la dette, geler les intérêts sur cette dette, parce que évidemment la priorité dans le contexte actuel n'est pas le remboursement de la dette. La priorité c'est assurer les besoins fondamentaux de la population, assurer des emplois aux Tunisiens et aux Tunisiennes. Donc la priorité, c'est avant tout la population et ensuite on voit le remboursement ou pas des créanciers. Donc 1, on suspend le paiement de la dette. 2, on fait un audit de cette dette. Donc un audit pour, parce qu'avant de rembourser une dette, il faut d'abord savoir à qui on la doit, pourquoi on la doit, pour quel projet. Pour quel projet la Tunisie s'est-elle endettée? À quel taux d'intérêt? Est-ce que la dette a été détournée ou pas par l'élite au pouvoir? Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'un audit de la dette pourrait répondre. Et donc l'audit, ce n'est pas simplement un examen technique de la dette, c'est vraiment un exercice pour comprendre la logique politique qui sous-tend l'endettement, puisque la dette, encore une fois, ce n'est pas qu'un problème d'argent, ce n'est pas juste un remboursement de prêt, c'est aussi toute une logique économique, politique qui est dictée par les bailleurs de fonds. Et cet audit de la dette devra, donc ça c'est inscrit dans la campagne, devra faire le tri entre la bonne dette et la mauvaise dette, celle qui est illégitime, celle qui est odieuse. Alors la dette odieuse, très rapidement, au sens traditionnel du terme, donc la dette odieuse, tout d'abord, c'est un argument de droit international, c'est une doctrine de droit international qui a été appliquée par de nombreux gouvernements dans l'histoire et qui dit au minimum que si la dette n'a pas été contractée dans l'intérêt de la population, si la dette n'a pas été consentie par les élus du peuple et si les créanciers étaient au courant de cela, eh bien cette dette est une dette odieuse qui ne doit pas être remboursée. Donc, en présence d'une dette odieuse, les créanciers perdent leur droit de réclamer le remboursement de leurs créances, parce qu'ils savaient que la dette ne profiterait pas à la population. Et dans le cas de Ben Ali, donc dans le cas de la dette qui est contractée depuis 1987, il est clair qu'on est en présence d'une dette odieuse, donc une dette illégale qui ne doit donc pas être remboursée. Alors, en plus de cet argument juridique, il y a l'argument économique. Donc, la dette odieuse permet de dire que c'est une dette illégale qui ne doit donc pas être remboursée, mais en plus de cela, les créanciers ont été largement remboursés par la Tunisie. Donc rien qu'entre 90 et 2009, la Tunisie a remboursé 3 milliards de plus de ce qu'elle a reçu comme prêt pendant cette même période, 90-2009. Donc la Tunisie, sur un plan comptable, sur un plan économique, est créancier net vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des principaux
créanciers occidentaux, FMI, Banque mondiale, France, qui sont les principaux, et Banque européenne d'investissement, qui sont les principaux créanciers de la Tunisie. Donc, stopper le paiement de la dette, c'est dans l'intérêt économique en plus de l'État tunisien. Et pour finir, je finirai sur des arguments politiques, des textes qu'on peut citer et qu'on peut mettre sous le nez des dirigeants européens, puisque en 2011, tout le monde s'est félicité du courage du peuple tunisien et tout le monde s'est déclaré solidaire avec le peuple tunisien. Et les gouvernements, l'Union européenne, a pris une série d'engagements sur la dette, une série d'engagements qui ne sont pas respectés encore à l'heure actuelle. Donc je vais en citer quelques-uns. En Belgique, en 2007, donc, ça concernait toute la dette des pays du Sud. Donc on inclut la Tunisie dedans. Le Sénat belge adoptait une résolution, donc le 29 mars 2007, qui demandait expressément au gouvernement belge